est d'accord de répondre. Moi, c'est bon. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors on a adoré la Bretagne et du coup on a filmé tellement de choses qu'on avait trop de matière pour faire une seule vidéo. Et du coup on fait deux vidéos. La première vidéo on a fait plutôt l'intérieur des terres et la seconde vidéo on va faire plutôt tout ce qui est littoral et toute la mer. On vous laisse profiter. C'est la première fois depuis le début de notre aventure que l'on part découvrir une région sans nos vélos. Nos vélos maintenant, c'est toute notre vie. Comme nous l'a soufflé un de nos amis voyageurs, nous vivons dans 2 mètres carrés, mais la terre est notre jardin. Il nous est donc difficile de laisser nos 2 compagnons quelque part sans surveillance. Cette fois-ci, nous profitons du fait qu'ils soient à l'abri chez nos amis des Monts d'Arrée et nous voilà partis à la découverte de la pointe de la Bretagne. Au menu, escalade en extérieur près de Brest et quelques jours de repos sur l'île de Bas. De Sainte-Marine à Port-Poulan, tes églises aux nerfs gravés, témoignages de ton passé. Riche en couleurs, terre de légende, paradis des druides et des fées. Par-delà tes lacs et tes forêts, tu contiens ports et pierres levées. Des ports de pêche si renommés, les matelots aux mains brûlées. Respectueux des traditions, même tes enfants parlent breton. Bon, on vient de quitter l'île de Bas. Il est tôt le matin parce qu'on a un rendez-vous hyper important et comme c'est un petit peu loin, on doit aller jusqu'à Porspoder. On a décidé d'y aller en stop. Les personnes qui passent en fait. Bon. Bonjour, on va à Brest. Vous allez... On a fait 1 km. Ouais, plus que 38. Et là, on essaie une nouvelle tactique parce qu'en gros, les voitures passent et ne s'arrêtent pas du tout. Donc, comme on a un croisement, il y a John qui est derrière là et qui a la pancarte et moi je suis de ce côté-là et on va voir qui a la voiture le premier. Allez, c'est parti. Bon alors, Juni ? Ben, on a avancé de 30 bons kilomètres là, donc ça va quand même plus vite que le vélo. On vient enfin d'arriver à Porspoder. Cette fois, on vient pas pour visiter le village, on vient pour rencontrer Yvan Paillet, qui est un archéologue de l'université de Brest. Donc là, on va aller les rencontrer. Bonjour. Ça va ? Ça va ? On peut se serrer la main. Ça, c'est la même chose. Un cairn de c'est l'île de Carre. Voilà, c'est le cairn de l'île de Carre. Le fonds de commerce de l'archéologie, ça reste l'étude des tessons, de poterie, des pierres taillées. Et ça, c'est un peu le cœur de notre métier. Donc après, évidemment, il y a plein d'autres spécialités. Mais il y a encore quelque chose qui n'est pas encore complètement rentré dans les mœurs, c'est d'aller travailler avec des gens d'autres disciplines complètement. Lorsqu'on a appelé Yvan Paillet, il a accepté tout de suite de nous rencontrer, mais il nous avait dit alors ce sera qu'1 heure parce que je suis pressé, j'ai du travail. Finalement, on a passé plus de 4 heures avec lui. On a abordé plein de sujets, dont par exemple l'interdisciplinarité qui lui tient énormément à cœur.
parce que justement aujourd'hui dans l'archéologie moderne, les chercheurs ont trop tendance à travailler en vase clos et il essaye de favoriser au contraire la communication des différents experts autour d'un sujet pour justement arriver à des conclusions qui soient plus proches de la réalité. Un exemple facile à comprendre, quand j'ai commencé à travailler dans l'archipel de Molène, donc on savait qu'il y avait énormément de tombes. Il y avait Pierre Stéphane qui est spécialiste de la remontée du niveau marin Holocène. Et donc la première question que je lui ai posée, c'est où se positionner le niveau marin au néolithique, à l'âge du bronze, etc., etc. Et en fait, avec toutes les données qu'il a acquises, il a bien montré que l'archipel de Molène en fait, était une île depuis la fin du Mésolithique, autour de 5500 avant Jésus-Christ. Donc déjà, c'était bien une île, ce n'était pas une presqu'île au néolithique. Ça changeait tout, parce que ça voulait dire que les gens du néolithique devaient prendre un bateau pour aller dans les îles. Tout ça, c'est hyper important, parce que si tu veux comprendre comment les gens ont vécu dans l'archipel, quel était leur mode de vie, si tu prends ça comme une presqu'île, tu passes complètement à côté, quoi. Pour l'île des Morts, très vite on s'est rendu compte par nos prospections, on a fait des suivis, en fait il y a plein de sites d'habitat. En fait il y a les tombes, mais il y a des habitats aussi. Et, en fait les gens vivaient là tout simplement. L'île de mort en plus vivant. Ouais, c'est ça, exactement. On va aller sur l'île Carne. Alors l'île Carne c'est une île maintenant, mais au néolithique c'était pas une île. Pour le coup c'était vraiment rattaché, c'était juste une pointe, avec autour en fait une plaine littorale, une plaine côtière. Donc on va aller voir ça. Mais il ne faut pas du tout s'imaginer un paysage comme celui qui est actuellement. Il faut s'imaginer au contraire une petite plaine littorale, donc avec des troupeaux qui paissaient, probablement un petit village pas très loin, puisque ce monument-là doit correspondre à un monument funéraire, mais c'est un monument funéraire collectif. C'est pas réservé à une ou deux personnes. Alors on sait pas bien qui était enterré dedans, parce qu'en Bretagne les ossements sont rarement conservés. Quand ils le sont conservés, ils sont très mal. Mais en tout cas, on sait qu'il y avait plusieurs personnes enterrées là-dedans, qu'il y avait des manipulations aussi d'os, un peu comme dans les ossuaires à l'époque bretonne, c'est-à-dire qu'on ressortait les os certainement des occasions. C'est assez étonnant, on n'a pas toutes les réponses, mais voilà, c'est des tombes monumentales qui datent il y a plus de 6000 ans. Et donc c'est bien plus vieux que les pyramides. C'est quand même assez impressionnant, vous allez voir. De nos quelques années d'aventure à leur millénaire d'existence, nous allons rencontrer d'autres grands voyageurs. Alors que nous traversons les pays, eux traversent les époques. 6000 ans. Ces tombeaux sont tellement anciens que l'on a du mal à se représenter à quoi pouvait ressembler l'humanité. Heureusement, Ivan est là pour tout nous expliquer. Est masqué par une façade qui faisait comme ça, qui un peu une pyramide, masque l'entrée. Mais d'ailleurs, qu'est-ce qui t'a donné envie de devenir archéologue? J'ai rencontré, ou j'ai re-rencontré plutôt Pierre Gouletguer, qui est devenu mon directeur de thèse, avec un petit silex grand comme ça, et il racontait toute une histoire. Et je trouvais que c'était pas mal ce côté préhistorien, raconteur d'histoire, qui partait d'un travail scientifique très rigoureux, mais qui après, pour aller plus loin, il fallait avoir beaucoup d'imagination, ou savoir mettre en lien plein de choses. Et ça m'a beaucoup plu. Allez. Cette chambre-là, cette tombe à couloir-là, elle a une particularité, c'est qu'elle est divisée en deux. C'est-à-dire que là, vous avez un mur de refend qui... En fait, à l'origine, normalement, on peut imaginer que c'est probablement une seule et même tombe à couloir, très grande. Et puis peut-être qu'il y a eu un problème dans la construction. Peut-être qu'ils se sont plantés. Et qu'ils ont vu trop grand, et que donc du coup, que la voûte elle tiendrait pas dans ces conditions, et donc ils ont rajouté ce mur de refend comme mur de soutènement. Tu pourrais te dire, quand tu vois ça, ok, les mecs ont commencé par faire une tombe à couloir, la chambre, et puis au-dessus ils ont mis juste des pierres en vrac. C'est pas du tout le cas en fait. Les cairns sont complètement architecturés
c'est pas juste un tas de pierres, c'est une vraie architecture de pierre qu'il y a autour des tombes aussi. Maintenant, il y a des collègues, c'est vraiment, qui s'en sont fait une spécialité et qui essaient de comprendre justement les gestes techniques. Parce que c'est vrai qu'il y a plein de choses à dire aussi au niveau de l'architecture. Il y a des collègues qui sont devenus architectes d'intérieur pour néolithique. C'est un peu ça. Architecte d'intérieur des tombes néolithiques. Ce qui est sûr, c'est que c'est l'œuvre de plusieurs groupes humains. C'est pas une seule famille. C'est pas. Ouais. C'est un groupe forcément élargi qui construit ça. Donc là, t'imagines, voilà, les gens rentraient avec les défunts. Voilà, ils venaient les déposer, faisaient leurs offrandes. Hop, de temps en temps, on réouvrait, on sortait les défunts ou les os des défunts. On faisait certainement des cérémonies avec, et après on les remettait dedans. Enfin. Les corps n'étaient pas conservés du fait de l'acidité des sols, ce qui est souvent le cas en Bretagne, hein, il y a quelques rares exceptions. Et puis autrement, parmi les objets en pierre, il y a quelques flèches, quelques pendeloques en pierre dure et quelques haches polies. Et en fait, il y a aussi une autre question qui se pose, c'est qui était enterré dans ces tombes. Parce que on n'est pas du tout certain que ça soit aussi le commun des mortels ou toute la tribu, quoi. Au contraire, on pense que c'est des gens choisis, mais comment ils sont choisis, ça, pour pouvoir le dire, il faudrait qu'on ait les ossements, il faudrait pouvoir faire des analyses ADN pour voir les liens de parenté qu'il y a entre eux, etc. Ouais. Donc voilà, c'est l'avenir de la recherche nous le dira en fait. Un des autres sujets intéressants qu'on a abordé, c'est les préjugés sur la préhistoire. C'est hyper intéressant parce que pendant notre voyage, nous-mêmes, on est confrontés à nos propres préjugés et on essaye de les faire voler en éclats. Et là, il nous a appris que dans le milieu de l'histoire, il y a énormément de préjugés. Et par exemple, l'homme préhistorique, il y a beaucoup de personnes qui l'associent à un homme qui est peu développé technologiquement. Or, c'est faux. Je pense que on avait vraiment, jusqu'à il y a encore quelques années, une vision un peu misérabiliste de ces populations pré- ou proto-historiques. Et en fait, on était assez condescendant, même les archéologues, dans la manière d'imaginer comment ils vivaient. Et plus ça va, plus on fait des découvertes, plus on se rend compte que, ouais, quand même, au niveau technique, c'était quand même assez costaud, quoi. Et que donc, par exemple, traverser le golfe de Gascogne pour aller de Galice au golfe du Morbihan dès 4500 ans avant Jésus-Christ en ligne droite, ils savaient faire. Ça, on en a maintenant la preuve. On a des représentations de bateaux indubitables, notamment dans le golfe du Morbihan. Avant cela, on avait également des matériaux précieux qu'on avait cartographiés, qui avaient été cartographiés par différents collègues, et notamment la varicite. La varicite, c'est une sorte de turquoise qui attirait beaucoup les gens du néolithique, et notamment vers cette période-là, entre 4005 et 4003, 4002 avant Jésus-Christ. Les gisements de varicite exploités se trouvent en Europe, se trouvent tous en Espagne. Et on a réussi, par des analyses physico-chimiques, à différencier les types de varicite, donc les différentes sources. Et les sources bretonnes, ça vient de Galice. Donc, la varicite a traversé et est venue dans le Morbihan. Et on pourrait se dire, ah bah oui, mais en fait, ils ont cheminé par la terre. Sauf que quand tu regardes les cartes de répartition qu'on a, donc dans le Morbihan, il y en a vraiment beaucoup. Il y en a un tout petit peu dans le centre-est de la France, il n'y en a pas du tout en Aquitaine. Et dans le centre-est, en fait, on voit bien que c'est la queue de comète depuis le Morbihan. Donc en fait, c'est vraiment le Morbihan qui était la zone réceptrice. Et après, depuis le Morbihan, c'est bien socialement valorisé, on diffusait de part et d'autre. Et oui, donc là on est revenu au Mont d'Arrée chez Jacqueline et Bruno pour récupérer nos vélos qu'on avait laissés. On va sortir de la Bretagne et partir en direction de la Normandie. Franchement c'était génial ce petit séjour. On a rencontré tellement de gens et puis la Bretagne ça a vraiment quelque chose de fort avec une identité vraiment présente. On a adoré ce petit séjour et on se dit que ça va être encore génial tout le reste parce que on n'est qu'en France et on découvre tellement de richesses au niveau des identités, des cultures qui sont différentes selon les régions. Donc voilà, on a hâte de voir la suite. Bon, câlin. Allez, merci pour l'accueil. C'était trop bien. Franchement, ça vous faites partie des grandes rencontres de notre voyage. Moi aussi. Hein. Non, je suis contente. Alors, super. Plein de bonnes choses pour vous. Ben ouais, merci.
Franchement, c'est trop bien de vous rencontrer. Ah ouais, Vous êtes des gens magnifiques et rayonnants. Merci beaucoup pour toi. Merci. J'espère qu'on vous reverra. Beauté d'âme. Au retour. Hein. Merci. Ah ouais. Ou si vous faites une grande fête avec tous les gens qui vous ont accueilli, vous nous Oh dites, là et là. On va avoir du monde. puis, au centre Mais de peut-être que quand on Lyon. reviendra en France, on refera un petit tour de France pour revoir tout le Ouais. monde. Allez, Ciao, ciao.